Bonsoir Chérif, l'invité du 20h est Daouda Tal, expert, éditorialiste à la chaîne de télévision Africa 24 que tu connais très bien, n'est-ce pas? Daouda, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Commençons par l'actualité sous-régionale. Le sommet extraordinaire de l'UEMOA à Abidjan ce lundi. En jeu, la présidence de la Commission de l'Union, poste laissé vacant depuis la démission du Sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré en décembre dernier. Ça se joue entre le Sénégal et le Niger. Peut-on dire, après l'échec de la candidature d'Abdoulaye Bathily à la Commission de l'UA, que Dakar joue son va-tout diplomatique? En tous les cas, Mamoudou, l'enjeu est très important. L'enjeu est de taille pour le Sénégal parce qu'après effectivement cet échec de la candidature d'Abdoulaye Bathily, donc du Sénégal, au sein pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine, il est évident qu'il faut que le Sénégal revienne en force dans l'espace régional, voire sous-régional, puisque c'est l'UEMOA. Maintenant, ce serait une bonne chose pour notre pays, je pense, qui a toujours montré un certain leadership régional en Afrique de l'Ouest. Et même au-delà. Donc là, l'enjeu est très important. Maintenant, rien n'est gagné. Étant donné que le Niger veut le poste, le Niger le veut également pour des raisons similaires aux nôtres, rayonnement de sa population, de ses leaders, de ses cadres, etc. Et sur l'acte constitutif de l'UEMOA, rien, absolument rien ne dit que ce poste doit revenir au Sénégal. Oui. Donc les pays sont à part égale. Oui, le Sénégal se prévaut quand même d'être la deuxième économie de l'UEMOA et qu'il y a une sorte presque d'accord tacite qui fait que l'Union économique africaine, jusqu'à ce que le président Abdoulaye Wade prône une présidence tournante, le Sénégal se prévaut quand même de cet accord tacite, non? Règle non écrite. Oui, règle non écrite, justement, ouais. C'est bien ça le problème. Dans ce cas-là, la Côte d'Ivoire, c'est la première économie de l'espace UEMOA. Oui. Bon, même la si Côte d'Ivoire, le poste de gouverneur de la BCEAO, le siège à Dakar. Effectivement, oui. Ça c'est les traditions. Mais oui. Aujourd'hui, étant donné que le Niger présente un candidat, c'est bien que ce pays veut faire prévaloir ce qui figure dans l'acte constitutif de l'UEMOA. Et il en a le droit. C'est-à-dire qu'aucun pays, quel que soit son poids, quelle que soit sa contribution au financement même de l'organe régional, sous-régional, ne peut se prévaloir d'avantages particuliers à ce titre-là. Donc, d'un point de vue juridique, tout simplement, le poste est ouvert aux 8 pays qui sont membres, aussi bien le Niger, le Sénégal ou même, j'allais dire, le Bénin, le Togo. Faute de consensus, on risque de passer au vote. Est-ce qu'on peut craindre une crise au sein de l'Union si les deux pays, le Sénégal et le Niger, campaient sur leur position? Bon, je pense quand même que les chefs d'État qui composent la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, il faut savoir que c'est cet organe-là qui est l'organe suprême, parce que la commission de l'UEMOA, c'est un organe exécutif, on va dire, qui exécute les orientations qui sont définies par la conférence des chefs d'État. J'imagine que si ces chefs d'État sont réunis au sein de cette conférence même, pourront quand même arriver à un consensus, une sorte d'entente qui fasse que... Un compromis qui dynamique, comme on dit. Espérons-le, qui fasse qu'on lave le linge sale, on va dire, en famille. Mais ce qui m'étonne et qui m'inquiète quand même, c'est que jusqu'à présent, en règle générale, en matière de diplomatie, on discute dans les couloirs et on sait ce qui va se passer quand on arrive pour formaliser juste au niveau du sommet de la conférence des chefs d'État. Pour l'instant, il n'y a aucun acquis à ce titre-là pour ce poste. Bon, espérons qu'il y aura une solution. Ce serait bien quand même pour notre pays pour revenir par rapport à l'échec effectivement du poste de président de la Commission de l'Union africaine. Une affaire à suivre, comme on dit. Le Sénégal a présenté Abdoulaye Diop, ancien ministre du Budget, pendant le règne du président Abdoulaye Wade. Et puis du côté du Niger, son ancien ministre des Finances, Gilles Baye, et son commissaire chargé de la fiscalité et des politiques économiques, Bourema Abdallah. Une façon de mettre de fer au feu, comme on dit. Mais il y a aussi la question du CFA, Daouda. Pourquoi l'UEMOA évite le débat sur le CFA? Bon, je crois que c'est un débat qui est plus activé par les organisations de la société civile africaine. C'est vrai que c'est une question de souveraineté monétaire. Battre sa monnaie, pouvoir la gérer, etc., ça fait partie de la souveraineté monétaire. Mais ça, c'est le constat. Ça, c'est l'idéal.
Par contre, je pense qu'il faut quand même poser les bases. Si on y va comme ça, et c'est sans doute pour ça que l'UEMOA ne réagit pas beaucoup là-dessus, au-delà du fait qu'il faut quand même préciser qu'il y a le projet de création d'une monnaie CEDEAO, de la CEDEAO en 2020, c'est un projet en permettant notamment au Nigeria, qui est anglophone et qui fait partie aussi avec son Naira, qui fait partie de la CEDEAO, de pouvoir aussi rejoindre l'espace, pour que l'espace soit plus dynamique. Et cette monnaie unique devrait s'appeler ECO. Voilà, c'est ça. Oui. Mais donc, je pense que même au-delà de cette... enfin, au-delà du fait que ce sujet n'est pas forcément avancé dans l'agenda, je pense qu'il y a une question... Il y a des réticences entre les chefs d'État. On voit bien que si on bascule vers l'Afrique centrale, le président tchadien Idriss Déby avait notamment dit qu'il fallait sortir du franc CFA. On a récemment entendu le président Macky Sall dire que le CFA était une bonne monnaie. Bon, on ne sait pas à qui donner raison, mais ce qui est sûr et certain, c'est que il faut à terme sortir du franc CFA, mais il faut bien préparer cela. C'est pas seulement une question de militantisme à tout va. Il faut poser les bonnes bases parce qu'une monnaie, c'est quand même la base d'une économie. Et pour l'instant, la zone CFA fonctionne très bien, il faut le dire. C'est l'une des zones les plus dynamiques. La CEDEAO, c'est l'une des zones les plus dynamiques en Afrique quand on compare, par exemple, aux autres pays. La croissance y est, etc. Donc, sur le principe, il faut aller vers une monnaie unique, commune, différente du CFA. Par contre, il faudra bien préparer ça. Et pour l'instant, j'avoue, il n'y a pas encore de proposition ferme, complète et définitive pour convaincre les chefs d'État. Même si les économistes émettent des idées, tout ça reste à être harmonisé. Le président ghanéen a dit à Jeune Afrique cette semaine que l'Afrique de l'Ouest manquait de grands projets communs. C'est une façon de critiquer un peu aussi la CEDEAO. Oui, tout à fait, mais bon, ça c'est à relativiser parce que, comme je le disais tout à l'heure, la CEDEAO, en termes d'intégration régionale, c'est l'espace qui fonctionne le mieux en Afrique. Vous prenez la CEAC, en Afrique centrale, vous prenez la SADC, etc. La COMESA, je pense que tout le monde reconnaît aujourd'hui que la CEDEAO fonctionne très bien. Et si la CEDEAO fonctionne, c'est aussi parce qu'il y a une union économique et monétaire dynamique, parce que ces mêmes pays en général se retrouvent dans l'espace CEDEAO. Et je pense que la monnaie facilite quand même l'intégration régionale pour élargir un peu sur le politique, la libre circulation des personnes et des biens. Donc il y a des projets au sein de la CEDEAO. Maintenant, tout ça peut être encore plus dynamique. Question domestique, le Sénégal, le mouvement Y en a marre qui a organisé un rassemblement le 7 avril dernier. Il y avait beaucoup de monde, même si le nombre d'1 million n'aurait pas été atteint. Est-ce que c'est un tournant pour le régime de Macky Sall? Mamoudou, c'est trop tôt pour le dire, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer au Sénégal. Bien entendu, avec toutes les affaires que l'on connaît, bien entendu, et puis le mouvement Y en a marre qui revient. Tout le monde pensait que, enfin beaucoup pensaient que le mouvement était quasiment éteint, mais ce qui n'est pas le cas, bien entendu. Et je pense que les partisans du président ont tort de sous-estimer ce type de mouvement, parce que même en règle générale, dans d'autres pays également, on sent que c'est la société civile finalement qui prend les initiatives. Les partis politiques, quoi qu'on puisse dire, ont perdu du terrain. Et ça, c'est pas qu'au Sénégal. On peut citer l'exemple dans d'autres pays, bien entendu. Et donc, on est dans une ère où c'est les mouvements citoyens, les organisations de la société civile qui tirent le politique parce que, disons que les citoyens sont déçus après plus d'une cinquantaine d'années de gouvernance de ces mêmes partis politiques. Mais bon, c'est positif parce que c'est de nouvelles énergies, une nouvelle dynamique qui est enclenchée avec cette société civile. Quelle lecture le président Macky Sall devrait faire du rassemblement du 7 avril à la veille des élections législatives qui sont prévues fin juillet, mais à 2 ans aussi de la présidentielle de 2019? Je pense que le président doit avoir une bonne lecture, de prendre la mesure même de ce mouvement. Quand j'ai vu, moi, les images, c'est-à-dire c'est les hommes politiques qui, cette fois-ci, défilent derrière le mouvement Y en a marre pour prendre la parole. D'habitude, c'est quand même nouveau, ce genre de choses.
Enfin, je veux dire, c'est comme si c'est le mouvement qui tire les partis politiques. Donc, je pense que le président doit prendre la mesure de cela. Et il faut dire aussi qu'à l'international, c'est un mouvement quand même qui est assez bien écouté. Si on revient sur la première partie de notre entretien, vous savez, que ce soit au Burkina Faso avec le ballet citoyen, que ce soit en RDC, le mouvement Y en a marre a beaucoup inspiré un certain nombre de mouvements de jeunes en Afrique, et c'est du positif. Ça témoigne de la vitalité démocratique, et je pense que il faut le prendre comme tel. Toutes les sensibilités sont à prendre en compte. Nous sommes dans un pays démocratique, les citoyens sont égaux, et donc chaque citoyen a le droit d'exprimer sa tendance, revendiquer quelque chose, et c'est au président d'en tirer les leçons positives. Tout cela dans un contexte d'incarcération du maire de Dakar, Khalifa Sall, accusé de détournement présumé de fonds publics dans l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Alors Khalifa Sall en prison, on a vu beaucoup de réactions de maires africains comme occidentaux. Est-ce que ça peut avoir un impact? Oui, bah c'est normal, c'est dans l'ordre des choses qu'un maire soit soutenu, d'autant plus qu'il est dans une fédération de maires à travers le monde. Donc je pense que c'est tout à fait normal que ce soit CGLUA, Cité gouvernements locaux unis d'Afrique, ou même CGLU, Cité gouvernements locaux unis. Les collectivités locales sont fédérées à travers des associations africaines et nationales. Donc c'est normal qu'ils soient soutenus, je pense. Mais bon, ces derniers, il me semble, ne rentrent pas dans le fond du dossier. Oui. Maintenant, c'est quoi le fond? Pas dans le fond. Maintenant, le fond, c'est est-ce qu'il sera libéré ou acquitté ou condamné. Et je pense que quand même, ça apaise pas le climat politique au Sénégal, cette incarcération. Bon, le maire de Dakar, c'est le maire de la capitale. En même temps... Bon, d'un côté, on dit reddition des comptes, de l'autre, on dit, oui, c'est une chasse aux opposants. Voilà, je veux dire aussi que la reddition des comptes est importante. Le Sénégal, ou même ailleurs en l'Afrique, ne se développera pas sans une bonne gouvernance. Donc, ceux qui sont coupables de détournement de fonds publics doivent être condamnés. Ça, c'est le principe. Moi, je soutiens ce principe. Maintenant, il faudra démontrer cela, parce qu'il me semble quand même que pour démontrer qu'il y a eu détournement de deniers publics, il faut bien prouver à la fois la source et la destination de ces fonds. Est-ce qu'on pourra trouver dans les comptes de Khalifa Sall de l'argent ou même des choses qu'il aurait acheté, des biens avec? Je pense que sans avoir établi cela, ça me semble quand même ce sera difficile pour le tribunal d'établir qu'il y a eu effectivement détournement de deniers publics. Et ici, dans une procédure normale, il appartient à celui qui accuse d'apporter la preuve de ces allégations. Voilà, là en l'occurrence, c'est le procureur, il y a eu le juge d'instruction, l'instruction est bouclée et puis on va vers le procès, on verra bien. Vous êtes expert contributeur, ou vous avez été expert contributeur pour le Sénégal émergent dans sa phase d'élaboration à l'origine avec le cabinet McKinsey. Le PSE, à quelques années, en 2014, après son adoption par le groupe consultatif de Paris, vous en pensez quoi? Bon, je crois que c'est à la base, bon, effectivement, j'étais invité à contribuer à la phase d'élaboration. Je pense que, mais depuis, j'avoue, je suis un peu loin de tout ça, mais c'est un bon plan à la base, hein, c'est un très bon plan à la base, le plan Sénégal émergent. Maintenant, c'est la mise en œuvre. Tout va se décider au niveau de la mise en œuvre. Vous pouvez avoir un bon document, de bons projets, s'il n'est pas mis en œuvre correctement, c'est un problème. Parce que ce qui est important, c'est déterminer les impacts que ça va avoir sur la population, c'est-à-dire la capacité de ce plan à améliorer les conditions de vie des populations. Et je préciserai une chose, parce que vous savez, Gabon, la Côte d'Ivoire a par exemple son plan d'émergence à l'horizon 2020, le Gabon 2025, le Cameroun 2035. Oui, le Sénégal 2035. Le Sénégal 2035. Maintenant, si on regarde, ce qu'il faut éviter, c'est de mettre en œuvre seulement un plan d'investissement. Parce que vous savez, si vous mettez en œuvre un plan d'investissement sans prévoir, sans l'orienter vers des impacts réels sur la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat, etc., vous aurez du mal à obtenir les impacts attendus. Et votre sentiment, c'est qu'on met plus l'accent sur
les investissements? Oui, je pense qu'il faut éviter de le concevoir comme un plan simplement d'investissement, d'autoroute, de logement social, etc. Parce que ce qui est important, c'est vraiment générer des impacts. Et je terminerai là-dessus pour dire que finalement, la croissance, elle peut être là. Le plan Sénégal émergent, l'objectif, c'est 7% maintenu dans le temps, à l'horizon 2035. Maintenant, vous savez, la croissance, elle peut être là quand vous investissez massivement. Mais après, une fois que vous construisez une autoroute, vous avez de la croissance. Mais une fois que l'autoroute est finie, ces emplois-là sont perdus parce que les ouvriers ne travaillent plus. Donc, en fait, il faut l'orienter vers l'entrepreneuriat véritablement. Donc, l'efficacité du PSE, on le saura après la phase massive d'investissement. Est-ce que l'économie réelle a bénéficié de ces impacts ou pas? Ça va se jouer là. Dernière chose, Daouda Tall, les médias africains, vous êtes éditorialiste à Africa 24, les médias africains dans un monde dominé par l'information, la communication. Quelle est votre réflexion sur ce sujet? Bon, je crois qu'il faut quand même que l'Afrique, même le Sénégal et d'autres pays, essayent de projeter les médias qui sont disponibles aujourd'hui vers déjà le continent et puis vers l'international. Parce que des champions médiatiques. Exactement, des champions médiatiques, Mamoudou. Parce que si c'est les autres qui vous donnent l'information de votre propre actualité, ils peuvent la traiter de la manière qu'ils veulent, avec ses propres yeux. Or, qu'est-ce qu'on voit dans un certain nombre de médias? Des images, moi quand je vois un enfant malade, mourant, qui est montré à la télé dans une guerre, que ce soit quelque part en Afrique, ça me pose problème. Il faut donc que ce soit nous qui menons la danse à ce niveau-là. Comme ce que vous faites à Africa 24? On essaye pour le moment. Merci Daouda Tall, vous êtes éditorialiste à Africa 24, vous êtes également expert. Merci, c'est tout Chérif pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.